À 4 heures du matin, le 16 août 2025, 57 camions d'armement sont stoppés près de la frontière et le pays se réveille sous un choc net. L'ampleur est presque irréelle. Assez de matériel pour équiper une armée entière, mais une chaîne logistique qui, jusque-là, avançait avec une discrétion méthodique et sans alerte majeure. Si une opération de cette taille a pu frôler l'invisible, qu'est-ce que cela dit de la souveraineté au quotidien? Et pourquoi Ibrahim Traoré ne peut-il pas traiter cette saisie comme une simple contrebande? Derrière l'arrêt du convoi, un Sahel entier mesure la secousse. Ce récit ne se limite pas à une saisie spectaculaire ni à une succession d'images fortes. Il propose un cadre clair pour comprendre ce qui se joue réellement après le choc initial. En suivant les faits, le lecteur gagne un bénéfice précis. Évaluer les décisions à venir avec des repères factuels plutôt qu'émotionnels. L'enjeu est immédiat, car chaque interprétation erronée peut conduire à des réponses excessives ou insuffisantes. L'affaire pose plusieurs risques entremêlés. Sécuritaire, d'abord, puisque l'ampleur du convoi révèle des capacités de nuisance bien supérieures à un trafic isolé. Politique, ensuite, car la crédibilité de l'État est désormais exposée aux regards intérieurs et extérieurs. Régional, enfin, car toute réponse mal calibrée peut produire un effet domino au Sahel. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré se trouve face à un dilemme central. Agir avec fermeté pour affirmer la souveraineté, sans déclencher une escalade incontrôlable. Comprendre ce dilemme est la clé pour lire la suite des événements. Près de 25 000 fusils d'assaut et 70 000 grenades sont recensés dans les camions interceptés, un volume suffisant pour équiper une force militaire complète. En quelques heures, cette donnée quantitative fait basculer l'événement du registre du fait divers vers celui d'un dossier stratégique national. Ce chiffre change tout, car il exclut d'emblée l'hypothèse d'un trafic local improvisé et impose une lecture beaucoup plus large des enjeux. Pour Ibrahim Traoré, la révélation est double. D'une part, l'ampleur matérielle indique une préparation étalée sur le temps long, incompatible avec une simple opportunité criminelle. D'autre part, elle met en lumière des failles systémiques. Frontières étendues, contrôles inégaux, routines exploitées par des réseaux structurés. Le choc n'est donc pas seulement sécuritaire, il est institutionnel. Le contexte régional explique en partie cette vulnérabilité. Le Sahel combine des axes de transit historiques, une instabilité persistante et des zones où l'autorité de l'État est intermittente. Ces conditions créent un environnement propice aux flux clandestins complexes, capables de se fondre dans une normalité apparente. Avant le 16 août 2025, le convoi n'était qu'un signal faible parmi d'autres, dilué dans des circulations commerciales opaques mais régulières. La mini-révélation tient aussi à la diversité des provenances. Les premières analyses balistiques montrent des armes issues de stocks de conflits passés, mêlées à des circuits plus récents. Cette hétérogénéité implique une coordination internationale, coûteuse et méthodique. Elle suggère des relais multiples, des calendriers précis et une capacité à franchir plusieurs frontières sans rupture visible. Autrement dit, le Burkina Faso n'est pas un simple point de passage accidentel, mais une pièce ciblée dans une mécanique plus vaste. À ce stade, la question centrale se précise. Si un tel dispositif a pu approcher l'invisible, alors la saisie révèle moins une exception qu'un révélateur. Elle met à nu un système qui fonctionnait en arrière-plan et oblige l'État à repenser ses mécanismes de contrôle, de renseignement et de coopération. La crise commence ici, non avec l'interception elle-même, mais avec la prise de conscience de ce qu'elle dévoile réellement. Au cœur de cette séquence apparaît une figure opérationnelle qui donne un visage concret à l'événement, le capitaine Moussa Kaboré. C'est lui qui prend la décision d'intercepter le convoi à l'aube, opération Efrandela, sans certitude absolue sur le contenu exact des camions ni sur les forces les susceptibles de les protéger. Ce choix implique un risque immédiat pour lui et ses hommes. Arrêter 57 véhicules dans une zone sensible expose à une riposte rapide et imprévisible. Pourtant, cette initiative marque un point de bascule clair sur le terrain. L'action de Caboret agit comme un déclencheur narratif et politique. Elle transforme une menace abstraite en acte lisible, compréhensible par la population comme par les décideurs. En quelques heures, l'interception devient un symbole de reprise d'initiative de l'État dans des zones où l'autorité semblait fragmentée. Ce n'est pas une victoire structurelle, mais un signal fort. L'inaction n'est plus la norme. L'impact est perceptible presque immédiatement. Les images des camions immobilisés circulent largement et créent un contraste saisissant avec le climat d'insécurité dominant.
La peur, liée à l'ampleur de la menace, coexiste avec une forme de fierté collective. Pour les forces de sécurité, l'épisode sert de repère interne, montrant que des décisions locales, lorsqu'elles sont alignées avec l'intérêt national, peuvent produire un effet stratégique. À ce stade précoce, l'opération révèle une dynamique essentielle. Elle montre que la crise ne se jouera pas uniquement dans les salles de réunion ou sur les scènes diplomatiques, mais aussi dans la capacité à reconnaître et amplifier des initiatives de terrain. Ce lien entre action individuelle et portée nationale prépare le terrain des choix politiques à venir, en ancrant la réponse de l'État dans un fait concret plutôt que dans un discours abstrait. Avant la saisie, le convoi n'apparaissait que comme un élément banal du paysage logistique régional. Des camions circulaient sur des axes secondaires, souvent à des horaires atypiques, dans une zone déjà habituée aux flux commerciaux peu transparents. Pris isolément, aucun de ces signaux ne justifiait une alerte nationale. C'est précisément cette banalité apparente qui a permis à l'opération de progresser sans attirer l'attention, en exploitant les routines, les angles morts et la fatigue des dispositifs de contrôle. Le risque majeur, à ce stade, n'était pas la confrontation, mais l'invisibilité prolongée. Le basculement s'opère à l'aube du 16 août 2025. L'interception des 57 camions stoppe net une chaîne logistique conçue pour la discrétion. En quelques minutes, une décision locale transforme un signal faible en événement majeur. L'information remonte rapidement la hiérarchie passant du terrain aux autorités centrales. Très vite, Ibrahim Traoré est informé de l'ampleur potentielle de la saisie. Le volume, la nature des armes et la coordination observée excluent l'hypothèse d'un trafic opportuniste. Dès les premières confirmations, l'incident change de statut et devient politique. La montée en tension est immédiate. Les autorités ordonnent la sécurisation du périmètre, l'inventaire méthodique du matériel et la mise sous scellé des documents saisis. Chaque étape révèle un degré supplémentaire de complexité. Les numéros de série indiquent des provenances multiples. Les itinéraires suggèrent une préparation étalée sur plusieurs mois. La chronologie ne raconte plus une simple interception, mais la neutralisation partielle d'une opération structurée, capable de traverser plusieurs pays sans rupture apparente. À mesure que les éléments s'accumulent, la gestion de crise s'élargit. Le point culminant survient lorsque l'enquête dépasse le strict cadre sécuritaire. Les premières pistes financières apparaissent, laissant entrevoir des flux bien supérieurs à ceux d'un réseau criminel isolé. Cette révélation modifie profondément la réponse de l'État. Il ne s'agit plus seulement de saisir des armes, mais de comprendre qui finance, qui coordonne et dans quel objectif stratégique. La crise devient multidimensionnelle, mêlant sécurité, renseignement, communication et diplomatie. Ibrahim Traoré doit alors calibrer chaque prise de parole, conscient que chaque mot est observé à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Les répercussions suivent presque simultanément. Sur le plan intérieur, les images des camions immobilisés circulent massivement. Elles produisent un effet paradoxal. La prise de conscience de la gravité de la menace s'accompagne d'un regain de confiance dans la capacité d'action de l'État. À l'extérieur, les réactions se multiplient. Certains partenaires appellent à la prudence, d'autres expriment un soutien mesuré. Le Burkina Faso entre dans une phase de visibilité accrue, où chaque décision est interprétée comme un signal. Dans cette phase de déchoc, la ligne adoptée par Ibrahim Traoré se précise. La fermeté est affirmée, mais sans annonce irréversible, susceptible de provoquer une escalade. La séquence se referme sur une certitude stratégique. L'interception n'est pas une conclusion, mais le début d'un cycle. Ce qui devait rester discret est désormais exposé, et l'État doit gérer les conséquences d'avoir interrompu un mécanisme bien plus vaste que le convoi lui-même. Un premier ensemble de chiffres impose une lecture rigoureuse. L'inventaire recense près de 25 000 fusils d'assaut et 70 000 grenades, soit une capacité de feu largement supérieure à celle d'un groupe armé local. En termes opérationnels, ce volume correspond à l'équipement complet d'une force militaire structurée. Cette comparaison simple sert de point de départ. On passe d'un trafic clandestin supposé à une menace stratégique potentielle. La donnée brute oblige l'État à changer d'échelle dans son analyse et dans sa réponse. Un deuxième niveau quantitatif concerne la logistique. Les analyses balistiques et les numéros de série révèlent des origines multiples, issues à la fois de stocks de conflits passés et de circuits plus récents. Cette diversité n'est pas anecdotique. Elle implique une coordination longue, coûteuse et méthodique, capable d'agréger des flux hétérogènes sur une période étendue. Transporter un tel volume sur plusieurs axes transfrontaliers
suppose des calendriers précis, des relais fiables et une capacité à neutraliser ou contourner les contrôles. La logistique observée indique une opération pensée pour durer, non pour frapper une seule fois. Le troisième indicateur chiffré touche au financement. Les documents récupérés font apparaître des flux estimés à plus de 700 millions de dollars, répartis sur plusieurs comptes offshore. Chaque dollar comptabilisé change la lecture politique du dossier. Un tel niveau de financement dépasse largement les capacités d'un réseau criminel régional classique. Il suggère l'implication d'acteurs disposant d'un accès aux circuits financiers internationaux, capables de masquer les transactions derrière des sociétés écrans et des juridictions complexes. L'argent devient ici un révélateur plus puissant encore que les armes. Pris ensemble, ces chiffres dessinent un schéma cohérent. Le volume explique le risque stratégique. La diversité des provenances révèle la profondeur du réseau. L'ampleur financière démontre que la motivation dépasse le profit immédiat. La combinaison des trois indique un dispositif conçu pour alimenter une instabilité prolongée plutôt qu'un affrontement ponctuel. Chaque donnée renforce les autres, réduisant l'espace des interprétations alternatives. Pour Ibrahim Traoré, cette lecture quantitative impose un déplacement de posture. La réponse ne peut rester uniquement sécuritaire. Elle doit intégrer le démantèlement financier, la coopération régionale ciblée et une pression diplomatique calibrée. Les chiffres deviennent des leviers politiques. Ils justifient des mesures élargies, donnent une base factuelle au discours public et renforcent la crédibilité de l'État face à ses partenaires. Ici, la donnée ne sert pas à impressionner, mais à orienter l'action. Deux interprétations solides s'affrontent dans l'analyse de cette crise, chacune s'appuyant sur des éléments factuels crédibles. La première lecture voit dans la saisie la preuve d'une tentative de déstabilisation régionale coordonnée. Selon cette approche, le Burkina Faso ne serait qu'un maillon d'une stratégie plus large visant l'ensemble du Sahel. Le volume d'armes, la diversité des provenances et la sophistication logistique indiqueraient une volonté d'alimenter durablement des groupes armés afin de maintenir un niveau d'instabilité suffisant pour affaiblir les États. Les défenseurs de cette thèse soulignent que nul pays ne peut affronter seul un dispositif de cette ampleur. Ils plaident pour une réponse collective fondée sur le partage du renseignement, la coordination frontalière et une pression diplomatique conjointe sur les soutiens financiers du réseau. La seconde lecture adopte un angle presque inverse centré sur la souveraineté nationale. Pour ses partisans, l'essentiel n'est pas tant l'ampleur internationale du réseau que la capacité de l'État burkinabé à agir de manière autonome. La saisie démontrerait que des décisions locales, rapides et assumées, peuvent produire un effet stratégique sans dépendre d'alliances extérieures potentiellement contraignantes. Cette approche met en garde contre une internationalisation excessive de la réponse, perçue comme un risque d'ingérence politique ou de conditions imposées. Elle privilégie le renforcement interne des capacités militaires, du renseignement et de la cohésion nationale comme levier principal de stabilisation. Ces deux positions reposent sur des constats réels. Les chiffres et les flux financiers étayent l'hypothèse d'un réseau transnational structuré. Dans le même temps, l'efficacité de l'interception montre que l'initiative nationale peut être décisive. Le point de tension ne réside donc pas dans le diagnostic, mais dans la hiérarchisation des réponses. Coopérer sans se diluer, affirmer l'autonomie sans s'isoler, telle est l'équation. La ligne esquissée par Ibrahim Traoré cherche à tenir cet équilibre. Le discours insiste sur la souveraineté et la capacité d'action nationale, tout en laissant la porte ouverte à des coopérations ciblées et réversibles. Cette position intermédiaire vise à éviter deux écueils symétriques, l'isolement face à un réseau puissant et la dépendance qui pourrait diluer le contrôle politique de la réponse. L'efficacité de ce choix ne se jugera pas sur l'intention, mais sur sa mise en œuvre dans le temps. Cette prise de parole marque un basculement net dans la séquence. En s'exprimant alors que l'enquête est encore en cours, Ibrahim Traoré transforme une interception sécuritaire en signal politique assumé. Le message, volontairement sobre, recentre l'événement sur une idée directrice. L'État ne subira plus les menaces en silence. La saisie cesse d'être un succès tactique isolé pour devenir un point de référence dans la manière de gouverner le risque. À l'intérieur du pays, l'effet est immédiat. Les images des camions immobilisés, désormais associées au discours présidentiel, produisent un récit cohérent et lisible.
La peur, liée à l'ampleur du dispositif intercepté, ne disparaît pas, mais elle est canalisée. Elle se transforme en attente, puis en adhésion prudente. Le débat public se déplace. Il ne porte plus uniquement sur la menace, mais sur la capacité de l'État à la gérer dans la durée. À l'extérieur, la révélation agit différemment. Certains partenaires saluent la clarté du message, d'autres s'inquiètent de son ton et de ses implications. Tous, en revanche, comprennent que le Burkina Faso ne traitera plus ce type d'événement comme un incident marginal. La crise acquiert un avant et un après. Elle redéfinit les lignes rouges, les marges de manœuvre et le niveau d'attention porté au pays. Ce moment de mi-parcours est décisif. Il ne résout rien à lui seul, mais il fixe le cadre. À partir d'ici, chaque action sera lue à l'aune de ce signal initial. Pour l'État burkinabé, la première conséquence est institutionnelle et immédiate. La saisie oblige à reconnaître des failles, mais elle fournit aussi un levier d'action rare. Les autorités accélèrent les audits internes, renforcent la coordination entre armée, police et douane et réévaluent les priorités sécuritaires sur les axes frontaliers sensibles. Cette dynamique renforce la crédibilité de l'appareil d'État à court terme, car elle montre une capacité à transformer un choc en décisions opérationnelles. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu est clair: rendre la réponse visible, structurée et compréhensible afin d'éviter que la crise ne se dissolve dans des annonces abstraites. Sur le plan économique, l'impact est plus contrasté. À l'extérieur, certains investisseurs adoptent une posture d'attente, inquiète d'une possible escalade régionale et d'un durcissement du climat sécuritaire. Cette prudence se traduit par des reports de projets, notamment dans les secteurs extractifs et logistiques. À l'intérieur, un mouvement inverse apparaît. Les dépôts dans les institutions financières locales progressent légèrement, signe d'un repli vers les circuits nationaux. Ce paradoxe reflète une confiance politique renforcée qui ne se transforme pas encore en confiance économique durable, mais qui amortit le choc immédiat. Pour la population, les effets sont d'abord psychologiques et sociaux. Les images des camions saisis deviennent des symboles ambivalents. Elles rappellent la gravité de la menace, tout en nourrissant un sentiment de fierté collective lié à la capacité de réaction de l'État. Dans les centres urbains comme dans les zones rurales, le discours évolue sensiblement. Il ne s'agit plus seulement de subir l'insécurité, mais de constater que des réponses concrètes sont possibles. Cette perception renforce la cohésion nationale, sans effacer les inquiétudes quotidiennes liées à la violence et à l'instabilité. À l'échelle régionale, enfin, la saisie agit comme un signal d'alerte. Les pays voisins observent attentivement la séquence burkinabé. Certains y voient un précédent encourageant, démontrant qu'une interception massive est possible. D'autres redoutent un déplacement des routes de trafic vers leur territoire. Dans tous les cas, l'événement modifie les calculs stratégiques. Il rappelle que le Burkina Faso n'est pas un espace passif, mais un acteur capable d'influencer l'équilibre sécuritaire du Sahel, au-delà de ses frontières immédiates. Le premier scénario, souvent considéré comme le plus probable, repose sur une stabilisation progressive sans rupture. Dans cette trajectoire, les mesures engagées après la saisie sont consolidées sans accélération spectaculaire. Le contrôle des frontières s'améliore par ajustements successifs, la coopération régionale reste pragmatique et les réseaux identifiés sont partiellement désorganisés, sans être totalement démantelés. La pression sécuritaire demeure élevée, mais contenue. Sur le plan économique, la prudence extérieure persiste, tandis que la dynamique interne limite les effets négatifs. Ce scénario n'apporte pas de victoire nette, mais il réduit le risque de dégradation rapide. Le deuxième scénario, plus optimiste, imagine une accélération positive déclenchée par les enseignements de l'enquête. Les informations collectées permettent des actions coordonnées, notamment sur les circuits financiers et logistiques. Des coopérations ciblées avec des partenaires régionaux et techniques se renforcent, réduisant les marges de manœuvre des réseaux clandestins. La clarté politique affichée après la saisie rassure progressivement certains acteurs économiques, favorisant une reprise graduelle de projets pendant suspendus. Dans cette hypothèse, la crise agit comme un catalyseur de réformes plus profondes, en particulier dans le renseignement et la gouvernance sécuritaire. Le troisième scénario, le plus défavorable, envisage au contraire une montée des tensions. Les réseaux touchés se recomposent ailleurs ou cherchent à tester la résilience de l'État par des actions indirectes. Les pressions diplomatiques augmentent, certaines coopérations se figent et l'environnement régional se durcit. Les coûts économiques s'accroissent, l'insécurité persiste et la fatigue sociale s'installe. Dans ce cas, la saisie reste un succès ponctuel,
mais insuffisant pour inverser durablement la dynamique de fond. Ces scénarios ne sont ni des prédictions ni des promesses. Ils servent de cadre de lecture. Leur utilité tient à une question simple et structurante. Quelles décisions prises aujourd'hui réduisent le coût du pire et augmentent la probabilité du meilleur? La réponse à cette question déterminera si la crise marque un tournant durable ou un simple répit stratégique. Pour le citoyen burkinabé, cette séquence redéfinit d'abord le rapport à l'État. La saisie montre que l'action publique peut produire des résultats visibles, même dans un environnement contraint et instable. Cela ne fait pas disparaître l'insécurité quotidienne ni les difficultés sociales, mais cela modifie l'attente collective. Le débat se déplace. Il ne porte plus seulement sur la survie, mais sur la capacité à maintenir l'initiative et à éviter le retour à l'invisible. Cette évolution nourrit une vigilance active faite de soutien prudent et d'exigences accrues. Pour les acteurs économiques locaux, le signal est ambivalent mais structurant. À court terme, l'incertitude demeure et les décisions restent prudentes. Les coûts logistiques et assurantiels pèsent encore. Toutefois, la démonstration d'autorité et de coordination renforce l'idée que les règles peuvent être appliquées et tenues. Cette perception, moins visible que les indicateurs macroéconomiques, influence pourtant la confiance, l'accès au crédit et la volonté de rester engagé sur le territoire. Elle conditionne les choix quotidiens des entreprises autant que les annonces officielles, pour les observateurs régionaux et internationaux. Enfin, le cas burkinabé devient un point de référence. Il illustre les dilemmes propres au Sahel. Agir seul ou s'adosser à des cadres collectifs, affirmer la souveraineté sans s'isoler, répondre vite sans s'enfermer dans l'escalade. La trajectoire en cours est suivie non comme un modèle figé, mais comme une expérience à ciel ouvert, dont les effets différés seront scrutés. Pour le lecteur, l'enjeu est clair. Comprendre cette séquence permet de mieux lire les signaux à venir, de distinguer les gestes symboliques des changements structurels et d'évaluer si la crise ouvre une transformation durable ou seulement un rééquilibrage temporaire. L'attention devient alors un outil civique, aussi important que l'émotion initiale. La première ligne d'action concerne le contrôle territorial. Les autorités renforcent la surveillance des zones frontalières identifiées comme sensibles, en combinant forces militaires, unités de douane et relais civils. L'objectif n'est pas seulement d'intercepter davantage, mais de rendre les itinéraires imprévisibles pour les réseaux clandestins. En multipliant les points de friction, l'État cherche à augmenter le coût opérationnel du trafic, plutôt qu'à se concentrer sur un axe unique facilement contournable. La deuxième étape touche au renseignement. L'enquête a mis en évidence des lacunes de coordination entre services, notamment dans la circulation et l'exploitation des signaux faibles. En réponse, une centralisation accrue de l'analyse est engagée afin de transformer des données dispersées en décisions exploitables. Pour Ibrahim Traoré, cette dimension est stratégique. Anticiper vaut plus que réagir. La réforme vise donc à raccourcir le temps entre information, analyse et action. Le troisième levier est financier. Les flux identifiés imposent un suivi plus strict des transactions suspectes et une coopération ciblée avec des partenaires capables d'agir sur les circuits offshore. Cette action est faite moins visible que les opérations militaires, mais elle est déterminante. Sans financement, la logistique perd sa cohérence et les réseaux s'érodent. La saisie devient alors un point d'entrée vers un assèchement plus durable. Enfin, la feuille de route inclut une dimension diplomatique et sociale. À l'extérieur, il s'agit de dialoguer sans renoncer à la souveraineté. À l'intérieur, de maintenir la cohésion nationale par une communication claire et continue. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu est de transformer une réponse de crise en capacité durable, mesurable dans le temps, plutôt qu'en réaction ponctuelle dictée par l'urgence. Au fil des semaines, un symbole s'impose progressivement dans le récit collectif, celui des armes saisies qui ne servent plus à détruire. Leur transformation annoncée, partielle et strictement encadrée agit comme une métaphore puissante. Ce qui devait alimenter la violence devient un rappel visible de la capacité à reprendre la main. Dans ce glissement symbolique, la crise change encore de nature. Elle n'est plus seulement une menace évitée, mais une possibilité de reconstruction politique et sociale. Ibrahim Traoré s'appuie sur cette image pour refermer la séquence émotionnelle, sans emphase excessive. Le discours ne promet ni sécurité immédiate ni victoire définitive. Il insiste sur une idée simple et exigeante. La souveraineté ne se proclame pas,
elle se pratique. Chaque décision, chaque réforme, chaque geste compte davantage que les déclarations solennelles. Cette sobriété renforce la crédibilité du message en l'ancrant dans des actes observables plutôt que dans une rhétorique abstraite. Pour une partie de la population, cette image devient un point d'ancrage durable. Elle permet de relier un événement anxiogène à une perspective constructive. La peur initiale laisse place à une vigilance active, faite d'attention et de responsabilité partagée. La crise n'est pas effacée, mais intégrée comme une expérience collective. La cloche forgée à partir des armes, évoquée comme horizon symbolique, résume cette bascule. Elle ne célèbre pas une victoire finale, elle rappelle, jour après jour, que la stabilité doit être reconquise. La séquence ouverte le 16 août 2025, le 16 août 2025 ne se referme pas avec l'immobilisation des camions, ni avec la fin de l'enquête. Elle laisse derrière elle une question durable, plus exigeante que l'émotion du choc initial. Comment un État transforme-t-il une alerte sécuritaire en trajectoire politique lisible, capable de durer au-delà de l'urgence? Pour le Burkina Faso, l'enjeu dépasse l'événement lui-même. Il touche à la manière dont une société accepte le risque, organise la réponse et juge les décisions prises en son nom. Ibrahim Traoré a placé la souveraineté au centre du récit public. Ce choix suscite l'adhésion de certains, la prudence d'autres et l'attention de tous. Il rappelle surtout que les décisions prises aujourd'hui produiront des effets différés, parfois invisibles à court terme. Les succès immédiats sont mesurables. Les transformations durables le sont beaucoup moins. Pour le lecteur, l'invitation est simple mais exigeante. Observer au-delà des images fortes. Suivre les indicateurs discrets. Interroger la cohérence entre les paroles et les mécanismes mis en place. La question reste ouverte et elle mérite d'être posée collectivement. Cette saisie marque-t-elle un tournant durable ou seulement une parenthèse maîtrisée dans une région sous tension?